La pluie nocturne s'abat sur l'autoroute vide lorsque Evgeny Nikitine, chauffeur de taxi avec 5 ans d'expérience, remarque une limousine sans feu de stationnement devant lui. Il descend du taxi et voit sur le bord de la route une robe de mariée maculée de taches cramoisies et à côté, une chaussure blanche, sans vie et sans maîtresse. Une carte de photographe avec un numéro de téléphone scintillait dans la flaque et à côté se trouvait une photo en lambeaux des jeunes mariés posant dans l'église, mais le visage de la mariée semblait défiguré par des ombres. La sueur d'une main tremblante empêche Eugène de voir les détails et il compose le numéro de la police, décrivant la scène d'une voix tremblante comme s'il avouait le pire des crimes. Des albums photos vides et des photos de mariage éparpillées, comme des pièces à conviction, parlaient comme si un acteur de cette sinistre pièce de théâtre savait comment désénergiser la joie d'un mariage et la transformer en cauchemar. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils n'ont trouvé que des empreintes photographiques de son sourire, figées dans le dernier instant avant l'obscurité impitoyable. La pluie de la nuit fouette la départementale D83, déserte aux abords du château de Clos-les-Lys. Julien Moreau, le chauffeur de taxi, s'arrête devant une limousine noire sans feu de stationnement. Il descend du taxi et aperçoit sur le trottoir humide une fine robe de mariée en dentelle parsemée de taches de sang, à côté de laquelle se trouve un unique chausson de danse. Une carte de visite brillait dans la flaque. Atelier Marc Lefebvre, photographe de mariage. Et à côté se trouvait une photo en lambeaux de la mariée souriante, Héloïse, et de son marié posant dans les allées de Versailles, mais le visage de la jeune fille était déformé par des ombres sombres. Le cœur de Julien bat plus vite et, d'une voix tremblante, il compose le numéro de l'officier de permanence au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Départemental D83, près du château des Lys. Une mariée a disparu, il y a des traces de sang. Le vent porte le parfum des roses, des bouquets de fête, et les pellicules photographiques éparpillées ressemblent à des cris d'effroi figés. Lorsque les gendarmes arrivent, ils constatent la disparition d'Héloïse et ne trouvent que son dernier sourire, figé face à l'implacable obscurité. Héloïse Dubois a grandi à Montré-sur-Loire, charmante ville aux rues pavées et aux marronniers en fleurs, où son père exploitait un petit domaine viticole et où ses premiers tableaux d'enfance ont été peints sur la façade d'une vieille cave. Jeune fille, elle s'installe à Lyon pour étudier l'art de la composition photographique à l'académie locale, avant d'accepter un emploi de coordinatrice de mariage dans l'agence haut de gamme Éclat de rêve. Ses collègues apprécient son sourire facile et son goût impeccable. Elle est capable de transformer n'importe quel banquet en une galerie exquise, et la traîne stricte de sa robe blanche contraste avec les émotions lumineuses des mariés. Dans sa vie privée, Héloïse semblait heureuse, mais ses amis ont remarqué que, dans les dernières semaines précédant le mariage, elle restait de plus en plus souvent tard devant l'ordinateur, revoyant des albums photos et s'endormant devant le clavier, se plaignant du studio bruyant de Marc Lefebvre, rue Saint-Martin. Son compte Instagram était rempli de portraits rétro élégants. Les millions de likes cachaient l'anxiété croissante derrière les images. Dans son bureau, elle avait des piles de livres sur des enquêtes célèbres. Des nuits, elle écoutait des interviews de détectives essayant de saisir la logique du crime qu'Arthur de Villiers, propriétaire d'un atelier de pierres décoratives, plaisantait en disant qu'elle était trop prise dans les drames des autres. Héloïse évoque à plusieurs reprises les mystérieuses décorations de Lefebvre, qui ressemblent peut-être à des pièces à moitié vides du XIXe siècle, mais son amie Laurence l'aimait sur le compte de la fiction fantaisiste du photographe. Une dernière fois, avant le mariage, Héloïse croise le regard de sa sœur Julie et murmure « Il y a quelque chose dans ces photos qui n'est pas vivant ». Il y avait une nuance inattendue d'anxiété dans sa voix, mais tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que de l'habituelle agitation précédant le mariage. Dans la nuit du 12 au 13 juillet de l'an 2024, les invités en robe de soirée élégante et smoking se réunissent sous les voûtes du vieux château de Montreuil.
la cérémonie de mariage s'est achevée au son d'un orgue ancien et tout le monde s'est précipité dans les orangeries pour le festin. Le parc est inondé d'un clair de lune, les ombres des cyprès s'agitent sous la brise légère et le photographe Marc Lefebvre marche juste derrière les jeunes mariés, prenant des clichés les uns après les autres. Alors qu'Alexia Langlo descendait l'allée de roses et de lanternes blanchies à la chaux, elle n'a pas réalisé que sa dernière photo avait été prise après le coucher de soleil de sa vie. À ce moment-là, le flash a clignoté 2 fois. D'abord, une lumière uniforme sur son visage, puis une étrange lueur verdâtre, comme le reflet d'une chose étrangère. Les invités entendent à peine un craquement sourd lorsque l'objectif tombe des mains du photographe et se brise sur la dalle de pierre, laissant une fine fissure dans le marbre. Affolé, Marc regarda autour de lui, attrapa sa torche et se précipita au bord de l'allée, là où les buissons de lavande sauvage se confondaient avec les bois sombres. Les chaussures souillées indiquent une tentative précipitée de se cacher sur le sol mou, et une fine branche de lavande serrée dans le poing de la mariée dégage un léger parfum sur les lieux de la disparition. La police a trouvé une lentille écrasée, des empreintes de bottes et des invitations de mariage éparpillées, datées du même jour. Mais la principale pièce à conviction, une clé USB des portraits tampés de mariage, a disparu en même temps que l'appareil photo de Marc. Les rapports d'enquête indiquent seulement que la cause est inconnue et que les mariés disparus sont peut-être en fuite. Même les images des caméras vidéo du château ne montraient qu'une faible silhouette disparaissant entre les colonnes. Par la suite, ces détails sont apparus comme des inexactitudes mineures de l'enquête qui n'ont guère attiré l'attention, sauf celle d'un homme dont l'attention portée aux ombres et aux taches promettait de révéler la vérité. Le 14 juillet à l'aube, les inspecteurs Antoine Rousseau et Marc Delacroix arrivent au château de Montreuil pour recueillir les vestiges de la disparition d'Alexia Langlo. Ils ont d'abord relevé la lentille brisée et les empreintes de bottes sur la dalle de marbre avant de confier l'interrogatoire à Marc Lefebvre, qui a insisté sur le fait que l'éclair éteint était un problème technique. Son assistante, Sophie Martin, a confirmé que l'appareil photo avait bien émis une lueur, mais l'a interprété comme un défaut d'équipement. La famille de Langlo et son père, Héloïse Dubois, ont insisté sur le fait que le photographe avait toujours photographié exclusivement des mariages et qu'il n'y avait aucune ombre de criminalité dans sa biographie. Néanmoins, sur une carte de visite que Lefebvre a retirée d'une flaque d'eau, il a admis qu'il n'avait imprimé l'image qu'à moitié. Le même cliché en lambeaux qui a ensuite disparu des reportages. Une personne anonyme, apparaissant sur l'une des caméras du château Saint-Germain, a envoyé une vidéo de surveillance. Une silhouette sans visage, glissant le long des colonnes, mais le service de sécurité a déclaré que les images n'étaient pas identifiables. Alors que les enquêteurs affinent la chronologie des événements, rapports d'enquêteurs, relevés de permanence et analyse de l'empreinte numérique du photographe, les premières hypothèses sont formulées, de l'attaque terroriste avec des substances toxiques à la vengeance de l'école pour avoir refusé de filmer le bal de fin d'année. Les journaux Le Monde et Le Figaro titrent en une « Tueur de mariage » et « Mort en limousine ». La télévision diffuse des reportages 24 heures sur 24 et le hashtag « Parc au mariage mortel » s'enflamme sur Twitter. Sous la pression de l'opinion publique, la police a arrêté 2 des complices présumés de M. Lefebvre, son rival nantais de longue date et un décorateur local qui aurait vu un homme suspect dans le parc. Mais ces arrestations se sont évanouies lorsque les alibis ont été examinés de plus près et une pièce à conviction essentielle, une clé USB contenant des images de mariage, a disparu des archives sans laisser de traces. Des tests médico-légaux erronés sur le spectre de la lueur verte de la dernière photo ont détourné l'enquête vers les laboratoires de chimie, comme si l'on cherchait une fuite de gaz plutôt qu'un tueur. Au fil des jours, les rapports deviennent plus flous et l'affaire tend à se clore sur une disparition en série dans des circonstances inconnues.
Seule une femme, la jeune journaliste Camille Leclerc, continue d'étudier les bribes d'articles et les ombres des photos, ne croyant à aucune des versions officielles. Camille Leclerc a passé des jours à revisiter chacun des albums de mariage de Marc Lefebvre, attentive aux moindres détails d'ombre et de lumière. Et c'est alors qu'elle a remarqué un étrange reflet dans les yeux des mariés sur les 3 derniers clichés. Il apparaissait non pas dans le studio de la rue Saint-Martin, mais dans le couloir en demi-sous-sol du château de Montreuil. En essayant de trouver la source de cette lumière, elle est tombée sur une ancienne page du portfolio du photographe, retirée du site web principal. Là, parmi les panoramas architecturaux, se trouvaient des fichiers RAW, bruts, dans lesquels le vert acide des reflets du flash dissimulait la mariée non pas dans sa tenue de fête, mais figée dans une chaise longue antique, comme si elle se languissait devant l'inéluctable. Grâce à ses relations journalistiques, Camille avait obtenu une copie non officielle d'une vidéo de surveillance de l'étage inférieur du château, où Lefebvre se changeait pour enfiler un costume de travail non brodé portant l'inscription « Atelier Lefebvre ». Dans la vidéo, il sortait des décorations, une fausse porte en bois et du papier peint du XVIIe siècle, derrière lesquels des cercueils vides ont été révélés par la suite. C'est à ce moment-là qu'elle a été horrifiée pour la première fois. Tous les intérieurs de mariage utilisés dans les albums se sont avérés vivants uniquement sur les photos. Le point culminant a été un message qu'elle a trouvé dans la salle de discussion confidentielle des photographes. Marc se vantait auprès de ses collègues que son produit était si réaliste que les clients ne remarqueraient jamais qu'ils étaient déjà morts. Cette phrase bouleversante a fait exploser toute compréhension de l'événement. Camille a compris que le tueur n'était pas seulement sur la photo, mais qu'il créait délibérément ses pairs de vivants et de morts, transformant chaque album en une galerie post-mortem. Il ne restait plus qu'à trouver le moyen d'arrêter quelqu'un qui se cachait derrière l'objectif depuis des années, tout en restant invisible. C'est à ce moment-là, au milieu des lueurs de la lumière éteinte et des faux sourires, qu'elle se rend compte que l'enquête ne va pas dans la bonne direction. À peine Camille a-t-il remis une copie de la correspondance et des fichiers RAW que les inspecteurs organisent un guet-apens dans l'atelier de la rue Saint-Martin. Lorsque Marc Lefebvre, muni d'une mallette en cuir noir, sort de l'arrière-boutique avec de nouvelles décorations, il est appréhendé au moment même où il tente de dissimuler la carte mémoire dans un compartiment secret du bureau. Au son des sirènes, l'horreur brille dans ses yeux, mais aucun argument de défaut technique ne lui sauve la vie. Devant les gendarmes s'étale une liste incontestable de mariés disparus et des photographies sur lesquelles des cadavres sont figés dans des poses savantes. Son procès a lieu 1 an plus tard à Dijon. Les caméras captent non seulement le sourire froid de l'accusé, mais aussi les visages des proches des victimes, dont l'espoir pâlit devant la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. De retour à Paris, Camille publie une série d'articles détaillant la méthode post-mortem et qualifiant Lefebvre de photographe de la mort. Et les réseaux sociaux se remplissent du hashtag #Vérité ou Ténèbres pendant longtemps. La famille Dubois a trouvé la justice tant attendue, mais le père d'Héloïse ne pourra jamais se pardonner de ne pas avoir remarqué les ombres inquiétantes sur les dernières photos de sa fille. Pour Rousseau et Delacroix, cette affaire est une leçon. Même le cliché le plus innocent peut être horrifiant s'il est vu à travers le prisme de l'obscurité et de la négligence policière. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis que le nom de Marc Lefebvre est devenu un symbole sinistre de Saint-Martin. Camille Leclerc a publié un livre et son enquête fait l'objet d'un documentaire. L'inspecteur Antoine Rousseau conserve un objectif cassé sur une étagère de son bureau, se rappelant la frontière ténue entre le cadre et la vie. La famille Dubois s'est installée en Provence, mais le père d'Héloïse garde toujours la pantoufle de sa fille dans le soupirail de la cave. Dans le silence de la cave abandonnée du château de Montreuil, on entend la nuit un déclic subtil, comme si l'objectif de quelqu'un était prêt à sonner à nouveau. Mais le souvenir de ces images
hante encore les légendes de la ville.